sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Nous sommes le vendredi 2 juin et aujourd'hui nous allons parler des élections législatives. C'est demain, les Français de l'étranger sont appelés à voter demain pour le candidat de la première circonscription rassemblant les États-Unis et le Canada. Et pour développer sur ce gros dossier des élections législatives, je reçois Romain Pasquier qui est directeur de recherche au CNRS et également professeur de sciences politiques à Sciences Po Rennes. Il viendra développer toutes les questions dans un instant, juste après la publicité. Ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous Matin et aujourd'hui on s'intéresse aux élections législatives en France. C'est demain pour le premier tour et pour en parler je reçois Romain Pasquier. Bonjour Romain. Bonjour. Alors du coup vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes également professeur de sciences politiques à Sciences Po Rennes. Et vous êtes également professeur, consultant, c'est ce qu'on dit à l'Université de Miami? Visitant. Visitant. Voilà. Donc on profite de votre venue ici en Floride pour aborder cette question des législatives. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une élection législative? Alors une élection législative sert à élire des députés. Donc lorsqu'on est dans un régime parlementaire, on a besoin d'avoir des députés pour voter des lois. Et donc les élections législatives servent à cela, c'est-à-dire à désigner une majorité parlementaire qui va permettre de mettre en œuvre un programme législatif. Donc les députés votent les lois, mais pas seulement. Quel est vraiment le rôle du député? Si, c'est essentiel. Essentiel. Effectivement, il vote les lois, il est le législateur, parce qu'on a élu bien sûr un nouveau président de la République, mais ce n'est pas lui qui vote les lois. C'est le corps législatif. Et le corps législatif, c'est deux assemblées, l'Assemblée nationale, que l'on va élire au mois de juin, et le Sénat. Et donc sur la plupart des sujets, l'Assemblée nationale a le dernier mot, et sur un certain nombre d'autres sujets, il faut l'accord du Sénat
et de l'Assemblée nationale. Donc grâce à cela, eh bien, le président Macron va pouvoir s'appuyer sur un chef de gouvernement, sur une majorité parlementaire, afin de mettre en œuvre son programme présidentiel qui vont se concrétiser dans des lois cette fois-ci. Alors pour les personnes siégeant au Sénat, enfin les Français ne s'en occupent pas, non. Mais ils décident de qui souhaitent vraiment voir apparaître à l'Assemblée nationale. Donc ce sont vraiment des élections pour l'Assemblée nationale. Oui. Ça se passe comment pour le Sénat? Pour le Sénat, ça sera en septembre, ça sera à l'automne. Et là aussi, on a une nouvelle élection. Alors c'est une élection au suffrage universel indirect cette fois-ci. Donc c'est moins mobilisateur pour l'électorat. On va élire des grands électeurs, 150 000 grands électeurs sur l'ensemble des circonscriptions de France. C'est le même principe finalement que l'élection présidentielle aux États-Unis. Aux États-Unis. Et ce sont ces grands électeurs qui vont élire les sénateurs. Donc on va dire que parce que l'Assemblée nationale a aussi plus de pouvoir que le Sénat, c'est véritablement ces élections législatives qui sont pratiquement le troisième tour de l'élection présidentielle, parce que c'est ce qui va donner un moteur en termes de travail législatif à la voiture Macron, si vous voulez. Donc ça, on va en parler en deuxième partie d'émission, vraiment de la situation actuelle, de comment ça peut se passer, qu'est-ce qui va pouvoir se tramer. Mais vraiment, pour revenir un petit peu à cette élection, les députés, qui peut se présenter en tant que député? Il faut avoir 18 ans. Il faut être en âge de voter et il faut surtout ne pas avoir un casier judiciaire ou ne pas être soumis à une peine d'inéligibilité. Si vous remplissez ces cases, vous pouvez avoir, parce que ça doit être déjà fait, avoir produit une déclaration de candidature en préfecture. Et donc là, vous pouvez être candidat. Tout simplement. Tout simplement. Et on est élu pour combien de mandats? On est élu. Enfin, on peut se représenter. Alors, on peut se représenter. Il n'y a pas de limitation dans le temps aujourd'hui. Le cumul des mandats est une grande spécificité française, mais il a été quand même relativement restreint ces dernières années. La dernière en date, c'est la réforme voulue par le président Hollande, qui désormais interdit le fait de pouvoir exercer un mandat parlementaire et un mandat d'exécutif local. Ce qui fait que, par exemple… On a quelques cas actuels. Voilà, Jean-Yves Le Drian devra démissionner, François Bayrou devra démissionner, soit de la région, soit de la ville qu'il dirige, pour exercer véritablement un mandat parlementaire. Donc on ne peut pas cumuler les mandats, mais on peut se représenter autant de fois que l'on souhaite. Voilà, alors ça fait partie des réflexions aussi, que par exemple 2 ou 3 fois on puisse être député, mais pas plus, c'est-à-dire limité dans le temps. Ce qui se fait dans pas mal de démocraties d'Europe du Nord en particulier. Et comment ça se passe finalement pour les députés des Français de l'étranger, donc de la première circonscription, États-Unis, USA, on a États-Unis, Canada. États-Unis, Canada, Amérique du Nord, c'est la circonscription Amérique du Nord. Oui, États-Unis, Canada, Amérique du Nord. Ça se passe comment pour les Français de l'étranger? Quel est vraiment le rôle de ce député de la première circonscription? C'est un député qui va relayer les besoins, les revendications des Français de l'étranger. Parce que c'est vaste quand même. Alors c'est vaste, il y a à peu près 230 000 Français dans cette circonscription. Ça représente une ville comme Rennes, justement, d'où je viens, grosso modo, donc une grande ville, si vous voulez. Mais ils ont des besoins spécifiques. Lorsqu'on regarde un petit peu les sondages, on voit que les Français de l'étranger sont plutôt intéressés par 3 grandes, on va dire, thématiques: la sécurité, la fiscalité et l'éducation. Donc ce sont 3 grandes thématiques qui sont très présentes dans la campagne actuelle, en particulier. Donc le député, mais les députés, parce que depuis la réforme de 2008, il y a 11 députés qui représentent les Français de l'étranger. Et donc ces 11 députés des Français de l'étranger, souvent, sont confrontés un peu aux mêmes problématiques et ils constituent quelque part un lobby des Français de l'étranger au sein de l'Assemblée nationale pour porter un certain nombre de thématiques qui préoccupent les Français qui vivent justement hors de France et surtout hors de l'Union européenne où les réglementations classiques ne s'appliquent pas. Alors en ce qui nous concerne, ils sont vraiment extrêmement nombreux à se présenter pour cette élection législative pour la première circonscription. Il n'y a pas de quoi s'y perdre. Finalement, on ne devrait pas limiter un peu le nombre de candidats qui peuvent se présenter, parce que pour les électeurs, on a déjà du mal à identifier un petit peu le rôle de député. Si en plus on nous en présente un certain nombre, on s'y perd. Oui, mais en même temps, il faut laisser vivre la démocratie. Si on limite, ça veut dire qu'on sélectionne, sur quelle base je pense que
voilà, il y a un principe de liberté citoyenne. Certains veulent effectivement se lancer dans une campagne législative, mais ils prennent des risques individuellement. Hein. S'ils n'atteignent pas, par exemple, la limite fatidique des 5% des suffrages exprimés, ils ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne. Donc, bien sûr, c'est un peu parfois, comment dire, chaotique, le nombre de potentiels candidats ou candidates, mais il faut quand même aussi reconnaître qu'ils prennent un risque financier, qu'ils prennent un risque personnel. Et donc, la sélection, comment elle se fait? Elle se fait par les grands partis en réalité. On voit bien que, par exemple, dans cette circonscription, mais c'est vrai dans d'autres, il y a 3, 4, on va dire, candidats ou candidates qui émergent parce qu'on représente les Républicains, parce qu'on représente La République En Marche, ou le Parti Socialiste, ou la France Insoumise. Hein, mais grosso modo, assez rapidement, les électeurs et les électrices vont bien voir quels sont les gros candidats. Et puis, les petits candidats, parfois, ils peuvent créer des surprises. Et puis, pour eux, c'est surtout un engagement citoyen, un témoignage citoyen d'une vitalité démocratique. Et comment ça se passe pour être au second tour? Parce que là, l'élection législative va se dérouler en 2 tours. Donc le premier tour, c'est demain, le 3 juin, samedi 3 juin, pour les Français de l'étranger. Le second tour, ce sera le 17 juin. Et finalement, pour que les candidats soient présents le 17 juin, il faut faire quoi? Alors, 2 scénarios. On peut être élu au premier tour. Mais pour cela, il faut avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et représenter 25% des inscrits. Donc si vous avez plus de 50% au premier tour des suffrages exprimés, mais que ces suffrages représentent au moins 25% des inscrits, vous êtes élu dès le premier tour. Donc ça, il n'y aura pas de deuxième tour? Là, il n'y a pas de deuxième tour. On peut très bien l'imaginer. Oui. Si jamais ces critères ne sont pas remplis, on a un deuxième tour, comme vous l'avez dit. Et là, pour franchir la barre du deuxième tour, il faut au moins avoir recueilli 12,5% des inscrits sur les listes électorales. Ce qui représente à peu près entre 20 et 25% des suffrages exprimés. Donc, bien souvent, on se retrouve à 2, parfois une triangulaire et très rarement une quadriangulaire. Donc, c'est souvent, la plupart du temps, 2, voire 3, exceptionnellement 4 candidats qui se retrouvent au deuxième tour. Mais il n'y aura pas que 2 candidats spécialement. On peut se retrouver à… On peut se retrouver à plus à partir du moment où on remplit ce critère des 12,5% des suffrages des inscrits sur les listes électorales, ce qui encore une fois représente entre 20 et 25% la plupart du temps des suffrages exprimés cette fois-ci. Donc s'il n'y a que 2 candidats au second tour, on a compris comment ça fonctionne. S'ils se retrouvent plus nombreux, à 3 ou à 4, on retourne dans le même système. Ça rebat les cartes évidemment, parce que quelqu'un qui pouvait être candidat favori dans une triangulaire aura peut-être plus de difficultés à s'imposer. On l'a souvent vu lors des triangulaires avec le Front National par exemple, où ça pouvait favoriser par exemple un candidat de gauche. Parce que le candidat de droite classique était handicapé sur une partie de son électorat par ce troisième homme ou cette troisième femme. Donc, à gauche ou à droite, ça peut handicaper un favori qui l'aurait sans doute emporté si ce troisième potentiel candidat n'était pas qualifié pour le second tour. Alors justement, on va parler un petit peu de la situation actuelle. Vous restez avec nous, on en reparle juste après. Merci beaucoup. On revient juste après ça. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org.
De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin consacrée aux élections législatives en France. Le premier tour, c'est demain, le samedi 3 juin, pour les Français de l'étranger. Et pour en parler, Romain Basquier, vous êtes avec nous. Je rappelle, vous êtes le directeur de recherche au CNRS et puis professeur de sciences politiques à Sciences Po à Rennes. Et professeur visitant voilà, à l'Université de Miami. Donc on profite de votre passage ici en Floride pour vous poser toutes les questions sur cette élection législative. Et on va parler un petit peu du cas concret, de la situation actuelle. Vous parliez du troisième tour finalement de l'élection présidentielle, cette élection législative. Qu'est-ce qu'elle peut changer, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Ce qu'elle peut changer, elle peut d'abord confirmer le souffle présidentiel d'Emmanuel Macron. Si on regarde les sondages, c'est le plus vraisemblable. Selon les derniers sondages, La République En Marche serait entre 300, 310, 320 députés élus, la majorité absolue étant à 289 députés. Vraisemblablement, La République En Marche pourrait poursuivre le souffle présidentiel et donner donc une majorité parlementaire à Emmanuel Macron. Donc la majorité parlementaire deviendrait une majorité présidentielle. Et donc là, il pourrait gouverner. Édouard Philippe aurait le soutien de 300 députés de République En Marche, imaginons. Et donc là, il pourrait mettre en place, vous voyez, très vite, sa demande de loi d'habilitation pour des ordonnances pour réformer le Code du travail. Il pourrait tout de suite engager le programme présidentiel. Donc là, c'est vraiment si on se dirige vers une majorité à l'Assemblée. Voilà. Ça peut être une majorité relative aussi. C'est-à-dire une majorité qui n'est pas absolue. Et s'il a 286, 287 députés, il a effectivement plus de députés que les autres, mais pas la majorité absolue. Et donc, il n'atteint pas les 50% de députés. Et donc là, il faudra qu'il négocie avec d'autres forces politiques un programme parlementaire. Et donc là, c'est pas impossible, on a déjà vu le cas en 1988, par exemple, Michel Rocard, lorsque François Mitterrand avait débuté son second mandat, avait dû négocier comme ça. Donc et puis l'autre scénario, c'est effectivement la cohabitation. Donc là, le souffle présidentiel s'éteindrait assez largement, puisque, en tout cas, il faudrait au président Macron négocier un nouveau programme parlementaire avec une force politique qui n'est pas effectivement de son propre camp, et donc négocier difficilement quelque chose qui soit un entre-deux entre le programme de la force politique qui l'emporterait en juin et son propre programme présidentiel. Alors pour revenir en fait sur le cas de la majorité absolue à l'Assemblée, vous parliez qu'il n'y aurait pas de… En fait, il pourrait tout faire, il pourrait tout se permettre, il n'y aurait rien qui pourrait… C'est la situation de François Hollande, qui avait effectivement une majorité absolue. Est-ce qu'il a pu tout se permettre? On a vu qu'il a eu des frondeurs, il a eu quand même des difficultés. Nicolas Sarkozy aussi avait une majorité absolue. C'est le cas le plus probable dans la Ve République, surtout depuis le quinquennat, c'est-à-dire on a l'élection présidentielle et juste derrière l'élection législative, la plupart du temps, les électeurs se disent « bon, on a voté pour tel président. » Ça reste dans la couleur. Voilà, donnons-lui une chance de gouverner. Donc
souvent c'est assez difficile pour les autres formations politiques de l'emporter derrière, dans la mesure où la Ve République est construite sur cette figure de proue qu'est le président de la République, et il est très difficile que 3 semaines après le second tour des élections présidentielles, eh bien, la majorité politique se renverse finalement. Mais beaucoup de personnes n'ont pas spécialement voté pour le programme d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle, mais plutôt pour contrer le parti d'extrême droite. Est-ce qu'on ne pourrait pas se diriger plus vers une situation de cohabitation pour ces élections législatives? Oui, mais il ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron l'a anticipé, puisqu'il a commencé à fracturer aussi bien la gauche que la droite. Ouais. Hein, et l'essentiel des forces politiques, en tout cas des députés sortants de La République En Marche, ceux qui ont été désignés par La République En Marche, viennent du Parti socialiste. Il a choisi un Premier ministre de droite, son ministre de l'économie est de droite. Donc on voit bien que sa stratégie, c'est de fracturer pour créer cette force centrale qui lui permette justement de dégager une majorité le 17 ou le 18 juin prochain. Donc il y a une tactique politique derrière. Donc là c'est la tactique, mais en cas de cohabitation, là ça serait quand même beaucoup plus compliqué pour lui. Ça serait beaucoup plus compliqué pour lui. Alors, il ne disparaîtrait pas non plus du paysage institutionnel parce que la Constitution française prévoit un certain nombre de missions exclusives, domaines réservés du président de la République. Il continuerait à représenter la France à l'étranger, il serait le chef des armées, il aurait donc plus que son mot à dire sur la politique étrangère et la politique de défense. En revanche, sur le gouvernement de la France, sur la politique économique, sur la politique sociale, là, il devra laisser son Premier ministre gouverner. On l'a déjà connu en France, vous le savez bien, avec Lionel Jospin et Jacques Chirac et François Mitterrand. Et donc, on a alterné gauche, droite, généralement en France. Là, on est au centre. Qu'est-ce que ça va changer finalement dans le paysage politique? C'est complètement inédit. C'est complètement inédit. On n'avait pas de force centriste en capacité de gouverner depuis le MRP. Ça remonte à la fin des années 40, début des années 50. Donc là, on vit une transition politique tout à fait exceptionnelle. Ça risque de fracturer à gauche et à droite. À gauche, qu'est-ce qui va se passer? On est peut-être en train d'assister à une opération de captation de ce qui reste du Parti socialiste par Jean-Luc Mélenchon. Donc là, la France insoumise deviendrait la force de gauche. Et puis à droite, on voit bien que le centre droit est quand même assez attiré par la France en marche. Et donc on aurait aussi une droite peut-être plus conservatrice, peut-être même encline à passer quelques accords locaux avec le Front National qui se constituerait. Donc un centre droit, une droite modérée qui rejoindrait En Marche, une droite plus dure qui serait peut-être en capacité de faire des alliances avec le Front National, et à gauche, une gauche aussi plus radicale, dans la mesure où, on va dire, la deuxième gauche rocardienne a déjà d'ailleurs assez largement rejoint La République En Marche. Mais finalement, ce n'est pas un peu la poussée des extrêmes il n'y a pas un système qui est en train de faire émerger ces extrêmes? Oui, il y a sans doute, en tout cas dans un premier temps, puisque la force centrale est incarnée par le président Macron, et donc dans la mesure où il commence un quinquennat, il attire énormément de forces politiques, de gens qui, aussi par opportunisme, qui veulent aussi des positions politiques. Et donc ceux qui sont plus à la marge cherchent à capter ce qui reste. Et effectivement, c'est plutôt une droite plus radicale ou une gauche plus radicale qui cherche à monopoliser l'alternance à gauche ou l'alternance à droite. Donc pour revenir sur cette élection législative, le premier tour c'est demain. On n'a pas parlé non plus de l'abstention. Qu'est-ce qu'on risque avec l'abstention lors d'une élection législative? Souvent, ce sont les électeurs les plus motivés et donc les forces politiques qui bénéficient du soutien des électeurs les plus motivés dans un contexte d'abstention. Qui s'abstient? Là, visiblement, ceux qui pourraient s'abstenir, c'est ceux qui n'ont pas voté Macron, mais qui n'ont pas voté non plus Le Pen, mais qui se disent à quoi ça sert d'aller voter puisqu'il va gagner? Donc vous voyez, l'électorat de droite ou l'électorat de Benoît Hamon, socialiste du premier tour, peut se dire Macron va avoir sa majorité, à quoi ça sert d'aller se déplacer? Donc on peut très bien imaginer, et traditionnellement, on a une montée de l'abstention entre les élections présidentielles et les élections législatives.
Tout simplement parce qu'une partie de l'électorat qui s'était modéré pendant les présidentielles se dit bah, c'est joué. Hein. Et donc souvent, ça bénéficie à la formation politique dont est issu le président de la République. Parce qu'eux ont gagné, eux restent motivés. Et donc c'est un contexte qui devrait bénéficier plutôt à la République en marche. Au président de la République, voilà. Très bien. Et il est quand même important de voter pour ces élections. Il est bien sûr important de faire son devoir civique, d'aller voter, tout simplement parce que c'est important, un député, c'est lui qui fait la loi. Et puis c'est lui aussi qui est en capacité de porter un certain nombre d'intérêts locaux, notamment des intérêts des Français de l'étranger, jusqu'à l'Assemblée nationale. Très bien, merci beaucoup Romain Pasquier d'être venu sur notre plateau, nous éclairer sur toutes ces questions relatives aux élections législatives. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que les élections, le premier tour des élections législatives, c'est ce samedi 3 juin, avant un possible second tour le 17 juin. Voilà, on se retrouve juste après la publicité, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée aux élections législatives en France. Le premier tour pour les Français de l'étranger, c'est demain le samedi 3 juin pour aller voter pour le candidat de la première circonscription rassemblant les États-Unis et le Canada. Une émission à revoir en podcast comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Rendez-vous matin, c'est également fini pour cette semaine. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission. Très bon week-end et à lundi. Nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine